Bonjour à tous et bienvenue sur FM Télévision. C'est pour nous un grand plaisir en tout cas de vous retrouver en ce début de semaine. Comme vous le savez, c'est Morning FM qui prend les commandes pour vous informer. C'est du lundi au vendredi. On est ensemble pendant 1h30. Vous le saviez, c'est un programme qui vous donne évidemment la parole à travers nos coordonnées, à travers nos numéros et qui défilent en tout cas, mais aussi sur notre page Facebook. Vous avez la liberté de nous écrire, de nous déposer vos réactions. J'en lirai quelques-unes pour agrémenter. Vous allez nous dire tout à l'heure à quoi ressemblait justement votre week-end. Vous allez nous dire tout ce qui se passe dans vos quartiers, puisque là, on vous donnera la parole tout à l'heure. Morning FM, c'est aussi grâce à cette équipe qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Ils sont au grand complet, ils sont nombreux justement à nous accompagner. Merci à Florent Akita, merci à Shadrach Kembo, merci à Pameliton, merci à Bénédicte et sans oublier à Israël. C'est cette grande famille de la Fondation Aloha Télévision en tout cas et qui nous aide, comme je le disais tantôt, à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Galan Mouya les maestros pour le bouton qui nous permet évidemment d'arriver chez vous dans vos maisons pour vous informer. C'est un programme de gaieté, de joie. Donc on va passer des sacrés moments et je vous le promets. Et puisque là vous aurez tout à l'heure par exemple à retrouver toutes vos rubriques, on va commencer avec les conseils du jour. Cette petite rubrique, cette petite licorne en tout cas, et qui nous aide aussi à prendre quelques conseils, surtout qui ont toujours très à nous aider quand il faut prendre de très bonnes décisions en ce qui concerne notre vie. Donc c'est très important. On va les méditer ensemble, les conseils du jour, la chanson du jour évidemment, pour mettre un peu de l'ambiance, pour mettre un peu de chaleur chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout où vous vous trouvez, vous nous regardez. J'espère que vous êtes à l'étranger, vous êtes à l'intérieur du pays, donc on vous souhaite de passer de très bons moments. Laissez-moi vous signaler, les étudiants reviennent encore cette semaine sur notre plateau, sur le plateau de Morning FM. Ils seront de la partie, ils seront nos invités avec eux. On va essayer de comparer la formation au sein de notre université, qu'est-ce qui a changé. Aujourd'hui, les jeunes préfèrent aller étudier ailleurs, à l'étranger, mais qu'est-ce qui a changé? Puisqu'on se rappelle au début, les gens quittaient leur pays pour venir étudier ici en RDC, mais ça a carrément changé. On préfère avoir les diplômes en Europe, on préfère les diplômes, je dirais, en Inde, tout ça. Mais pourquoi chez nous? Et ça ne donne le plus envie. Les étudiants seront là pour nous expliquer et aussi dénoncer certaines mauvaises pratiques au sein de l'université et de pratiques qui se vivent en tout cas dans nos universités en République démocratique du Congo. Et puis je vous rappelle, on va vous proposer un dossier du jour. On reviendra sur ce qui a été le week-end, les moments qui ont été forcément, qui vous ont aussi intéressé, qui ont aussi échappé à votre contrôle, je dirais comme ça. Donc, question de vous accompagner et question aussi de vous donner la parole, comme je le disais tout au début. Et vous le savez, nous sommes lundi 17 juillet. Et nos écoliers, les finalistes commencent en tout cas leurs examens d'État. On va essayer justement d'en parler. Ah, là, on me fait signe que c'est le 18. Merci à Galan Mouya. Donc, on va voir un petit peu ce qui sera, mais surtout à la longueur de la journée, on va vous donner quelques résumés de cette première journée de preuve des examens d'État. Allez, pour commencer, vous le savez, ça se passe à travers vos écrans, puisque là, on va prendre une petite méditation. Place à présent au conseil du jour, cette rubrique de méditation, cette rubrique de partage évidemment. C'est vrai, comme j'en ai l'habitude, notre vie est appelée à un certain moment à des prises de décisions. Alors pour prendre de très bonnes décisions, il faut s'y ressourcer, il faut se faire conseiller. Voilà pourquoi on va le faire à travers ces conseils du jour. Galan Mouya, envoie-nous le conseil du jour. On va procéder à la petite méditation. Quand vous croyez en vous-même, vous n'aurez pas besoin de convaincre les autres sur quoi que ce soit. Quand vous croyez en vous-même, vous n'aurez pas besoin de convaincre les autres sur quoi que ce soit. C'est très important. La confiance en soi s'avère d'une importance. Alors, il faut d'abord commencer à croire à vous, peu importe les moyens, peu importe voilà, tout ce que vous possédez. Il faut d'abord faire confiance à vous-même
Et avant, évidemment, de solliciter peut-être l'aide des autres, c'est vraiment capital. C'est vrai que nous sommes nombreux à être dans cette situation de manque de confiance de soi, et parce que j'avais échoué une première fois et voilà, maintenant j'ai peur de tenter une autre fois, et du coup, à nous, on perd catégoriquement, on perd totalement cette confiance. Ça nous arrive dans beaucoup de circonstances et un peu dans beaucoup de situations en même temps, ne pas avoir confiance en soi-même. Aujourd'hui, à travers ces conseils du jour, on nous fait attention, on nous le fait savoir qu'il faut d'abord croire en vous, puisque quand on n'a pas confiance en soi, tout ce qu'on fait, on a besoin tout de suite d'avoir les avis des autres. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que j'ai réussi? Comment vous trouvez ma prestation? Tout, parce que vous-même en soi, vous n'avez même pas la moindre confiance en vous-même, et vous commencez à poser beaucoup de questions. Moi, ça me rappelle un professeur, et d'ailleurs, ça tombe bien que je parle de ces professeurs, parce que tout à l'heure, on va recevoir les étudiants. Un professeur qui était, en tout cas, un bon professeur à l'époque, un génie en quelque sorte, mais quand il s'est donné à des mauvaises pratiques, il a donné place à la corruption, et cherchait des filles, des étudiantes tout le temps. Ce professeur avait perdu son niveau, il n'arrivait plus à dispenser, à bien correctement dispenser son cours. Et à un certain moment, quand il a tout perdu, ses maîtrises, ses compétences, etc., le professeur a atteint un niveau à chaque fois qu'il donnait cours. Et à la fin, il prenait quelques étudiants pour leur demander: est-ce que j'ai bien enseigné, est-ce que j'ai bien dispensé le cours aujourd'hui? Il n'avait plus confiance en lui, parce que déjà il avait commis beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Ça peut aussi nous arriver, on peut échouer dans la vie, on peut essayer pour ne pas réussir, un peu dans cette méthode d'un CED, ça peut toujours nous arriver. La réussite après plusieurs échecs, mais il ne faut pas que cela enlève à vous la confiance, parce que quand vous perdez la confiance, et là vous êtes maintenant dans des suspicions, et là ce sont des doutes, vos actions deviennent un peu dubitatives, et du coup vous allez échouer, pas parce que vous n'êtes pas compétent. Vous allez échouer simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'arrivez pas à faire les choses de vous-même, parce que vous avez peur des regards des autres, de ce que les autres vont dire de vous. Et voilà pourquoi c'est important dans notre vie d'avoir la confiance. Tout perdre, mais pas la confiance, parce que c'est la confiance qui vous donnera, voilà, la force de réessayer, redémarrer. Ça me fait penser à un frère qui a repris les examens d'État à 4 reprises. Mais toutes ces fois ont été avouées à l'échec parce qu'il avait perdu confiance. Les jours où il a repris et totalement sa confiance, la 5e fois a été une réussite avec des bons pourcentages. Donc on doit avoir confiance en nous. C'est vrai aussi, il faut faire confiance aux autres, mais il faut d'abord commencer à faire confiance à vous-même. Galor Mouya, pour une dernière lecture avant de terminer, j'espère que ce conseil du jour va aider nos aimables téléspectateurs de la Fondation Maloa Télévision. Le conseil du jour pour terminer: quand vous croyez en vous-même, vous n'aurez pas besoin de convaincre les autres. Surtout pour ne pas convaincre. Vous ne ferez pas les choses pour chercher à convaincre, moins encore votre patron, moins encore votre chef, parce que vous avez confiance en vous et vous savez ce que vous devez faire de vos tâches. C'est très important. Et j'ai pris que ces conseils du jour vous aident, vous qui nous regardez, et à vous redonner cette confiance. Et soyez en mesure de vous croire en vous-même, et ce qui va vous permettre essentiellement de donner le meilleur de vous. On va s'arrêter là pour ce qui est du conseil du jour. J'espère que ça fait plaisir à vous tous qui nous regardez, mais plus particulièrement à ces couples qui est accepté de vivre ensemble à travers justement cette grande cérémonie de fiançailles. Je pense évidemment à Paulin et à Raïssa, et toutes nos félicitations au couple, et nous vous souhaitons beaucoup de chance pour la suite. Chez nous, on cartonne, nous le disons comme ça. Merci à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes sur la Fondation Maloa, c'est Morning FM. On est encore ensemble pendant de très bons moments. Je crois l'avoir dit au début. Nous allons recevoir les étudiants, les cadres de demain, le futur ministre, député, etc. Qui viendront nous parler de certaines difficultés, mais surtout de la qualité de la formation au sein de nos universités,
qui trabouchent un petit peu. Ils auront la parole tout à l'heure. Ils sont mieux placés à nous dire pourquoi aujourd'hui les jeunes préfèrent aller étudier ailleurs que d'avoir les diplômes ici en RDC. Allez, on va passer à la prochaine rubrique. C'est évidemment la chanson du jour. La chanson du jour, c'est pour vous faire plaisir à vous tous qui nous regardez, mais aussi pour vous souhaiter un excellent début de semaine et que cette semaine soit une réussite pour vous. Alors pour ce faire, on va vous proposer Lokwa Kanza qui va nous proposer les titres Nakozonga et puis on va se retrouver juste après et pour le voyage à travers les neiges. Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'avais dit, nous aurons des visiteurs ce matin. Ce sont des jeunes étudiants qui viennent nous parler, en tout cas, de la qualité de la formation. Qu'est-ce qui a changé dans le fond? Pourquoi aujourd'hui les jeunes préfèrent les diplômes étrangers et quand il faut aller étudier en Inde, quand il faut aller étudier en Tunisie, par exemple, et là, ça emballe un petit peu les jeunes, contrairement à notre diplôme aujourd'hui qui devient de moins en moins douteux sur le marché. Ils sont sur ces plateaux le mieux placés, en tout cas, pour nous dire qu'est-ce qui en est la cause. Et ils sont là, on va procéder rapidement à ces petits jets de présentation. Je commence à ma droite. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Faites une petite présentation de vous pour faire connaître aux gens qui nous regardent. Bonjour à tous, je me nomme Mardoché Anka, étudiant en LD Économie. En LD Économie. Donc, notre très cher finaliste. Et là-bas, il y a un autre ami qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et présentez-vous. Moi, c'est Aristote Moulumba. Je suis étudiant en agronomie, précisément dans le département d'économie agricole. Agricole. C'est quelle université? Inikin. Inikin également. Je crois que ce plateau sera dominé de nos amis de l'Inikin. Nos habitués sont de ces côtés. Et Gaston, ce n'est plus quelqu'un à présenter qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour beaucoup aussi à nos téléspectateurs. Maître Gaston. Maître Gaston Kazali Chiloma, l'étudiant éternel de l'université de Kinshasa. Très bien. Et là-bas, Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur Jérémy Oulenga, étudiant également à l'université de Kinshasa, à la faculté de l'économie. Économie. Donc, ça fait deux économistes, mais malheureusement, on ne parlera pas de chiffres, cher monsieur, je vous rappelle. On sera un petit peu dans ce débat qui va nous partager. D'ailleurs, nos amis étudiants sont nombreux à nous écrire sur notre page Facebook, puisque là, on sent de la passion par rapport à la formation qui fera en tout cas objet lors des prochaines minutes de cette émission. On commence avec vous. On réfléchit aujourd'hui sur la qualité de la formation. Avant peut-être d'aborder les problèmes, la problématique liée au simple fait que les étudiants préfèrent aujourd'hui aller étudier à l'étranger. Mais d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher dans la qualité de la formation aujourd'hui au sein de nos universités? Pour ce qui concerne ce qui est à reprocher, je peux dire qu'il y a tant de choses à reprocher. Parce que si nous constatons d'abord au niveau de l'enseignement, parlons d'abord des auditoires. Vous allez constater que dans nos universités, précisément l'Inikin, vous allez constater qu'il y a un auditoire, l'auditoire qui peut compter en fait 300 étudiants, mais vous allez retrouver là-dedans une affaire de 900 à 1000 étudiants. Par rapport aux places. C'est le grand problème de la capacité d'accueil. La capacité d'accueil. Alors, les étudiants n'étudient pas dans le confort. Donc, ils étudient en désordre. Vous allez constater que les autres suivent même les cours en restant debout. Les cours de 4 heures, mais il est là debout, en train d'écrire comme ça. Vous allez constater que donc, ils ne sont pas assez donc, je vais dire concentrés voilà, à pouvoir mieux suivre les cours. Et le résultat de la fin, ce sera rien que de plaire. Voilà pourquoi vous allez constater que la plupart des étudiants préfèrent au moins aller étudier dans le confort ailleurs par rapport ici. Mais je comprends, ça fait des choses. En tout cas, vous avez encore la parole. Et vous parlez des conditions physiques. Un étudiant qui suit le cours debout puisqu'il n'y a pas assez de place dans l'auditoire, ça je peux le comprendre. Mais je ne vois pas ce qui peut influencer la qualité de l'enseignement qui est donné par les professeurs. C'était là ma question, la qualité de la formation dispensée aujourd'hui. La qualité de la formation dispensée aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, nous avons toujours les mêmes professeurs. Bien que ça change, il y a encore de nouveaux professeurs, mais la plupart des professeurs sont toujours les anciens professeurs qui ont enseigné en fait nos aïeux, nos parents, et aujourd'hui sont les mêmes professeurs. En fait, le problème en est que, et là, ils sont déjà fatigués.
plupart des professeurs sont déjà de vieux, ils n'arrivent même pas à se tenir là pendant beaucoup longtemps. Et ils laissent les cours, par exemple, aux assistants. Un assistant qui n'a même pas fini son DA, donc il n'a même pas fini son parcours, mais il est là en train de dispenser les cours. Vous allez constater que ça diminue aussi la qualité, parce que lui, il apprend aussi comme nous, mais il vient là précéder pour enseigner. Voilà, moi, il y a tant de choses qui vont parler par rapport à la qualité d'enseignement. Très bien, on aura tout le temps, je vais revenir vers vous, mais l'ami à côté, c'est vrai qu'on est tous d'accord qu'il y a ces problèmes de la qualité de notre enseignement, l'enseignement qui est dispensé aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a changé complètement? En fait, le monde évolue. Donc, on peut d'abord déjà se mettre ça dans la tête. Et dans nos universités, nous avons encore ce système où on ne met pas à jour nos cours, nos leçons. Donc, tu vas avoir un professeur, il dispense un cours depuis 20 ans, c'est le même cours. Le même syllabus, le même contenu. On a connu tout ça. Les mêmes examens, les mêmes interros. Donc, il y a certains étudiants qui se disent, ben, je n'irai pas parce que le prof c'est un baptiste, je vais lire un de ses battes. Donc, aujourd'hui, je pense que le problème, c'est qu'on doit mettre à jour les niveaux de notre enseignement. Donc, les professeurs doivent faire des recherches, regarder ce qui a été innové. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont existé, mais aujourd'hui qu'on ne considère plus dans l'enseignement. Donc on a dit, on a fait des recherches, ce sont de nouvelles idées qui sont maintenant là. Aujourd'hui, nous aussi, on doit se mettre ça dans la tête, adopter de nouvelles idées, dire que non, les choses changent, nous aussi, on doit changer notre façon d'enseigner aux étudiants. Notre façon de dispenser les cours doit changer automatiquement. Très bien, là peut-être c'est un aspect, mais vous citez par exemple ces problèmes, ces besoins d'actualiser les cours. Moi à l'époque, quand j'arrivais à l'UNIKIN trop jeune, on avait un ami qui nous avait amené un syllabus, je crois, de l'édition 2001. Mais quand on a acheté d'ailleurs au cours de l'année en cours, on a acheté les syllabus, c'était le même contenu d'un syllabus de 2001. C'est-à-dire, ça fait beaucoup d'années, il fallait qu'il y ait ces besoins d'actualiser les choses, puisque les choses vont. Mais ce ne serait pas les seuls problèmes, si je dois rester encore chez vous. Mais dans ça, on remarque qu'il y a aussi ces problèmes de corruption aujourd'hui et qui un petit peu menacé, diminuer la qualité de la formation aujourd'hui au sein de nos universités. Voilà, ces problèmes de corruption, c'est un problème fréquent. Au Congo, c'est presque devenu quelque chose de logique et de normal. Les gens veulent plus réussir avec facilité. Sur ce plan, sur la corruption, je contente plus les étudiants aussi parce que le professeur, sûrement, il peut vous obliger de donner de l'argent, mais en tant qu'étudiant, il faut être solidaire, dire non, on ne peut pas faire ça parce qu'on est venu apprendre, on doit réussir avec nos propres moyens. Et condamner aussi les profs qui mettent des pressions parce qu'il y a certains profs qu'on appelle tout genou fléchira. Donc, dès que tu ne donnes rien, tu ne réussis pas, il y a des manques de codes. Donc, on doit aussi changer ces systèmes-là, commencer par les étudiants, dénoncer ces abus-là et puis on verra. Mais quand vous parlez de la solidarité, quand vous subissez une pression de corruption de la part d'un professeur, vous parlez des étudiants, moi je pense que ce sont des CP qui doivent en tout cas pérenniser parce que ce sont aujourd'hui malheureusement les CP qui font campagne, qui battent en campagne pour les professeurs. Déjà les CP là pour vous dire il faut brancher dans tel cours alors que les CP pardon, est là aussi pour défendre son auditoire. On va faire circuler la parole. Finalement on réfléchit sur la problématique de la formation aujourd'hui. Cette formation n'est plus donnée comme avant. Aujourd'hui, on a des étudiants d'ailleurs qui terminent incapables d'écrire quelque chose. Ce sont des conséquences de cette mauvaise formation. Très bien, bien évidemment, les plus grands problèmes aujourd'hui, c'est l'accès à l'information. Nous avons tendance à condamner nos professeurs. On se dit souvent que non, les professeurs n'enseignent pas bien, mais c'est juste un problème qui se pose, c'est un problème national. Sur le plan national, les gouvernements ne disposent pas vraiment un budget colossal pour, n'est-ce pas, être affectés à la recherche. Tant que ce budget n'est pas affecté à la recherche, comment est-ce que les professeurs pourront, n'est-ce pas, donner des enseignements de qualité tant qu'ils ne mènent pas des recherches, ils ne mettent pas à jour leurs enseignements? C'est un problème qu'on ne doit pas vraiment faire quoi, attaquer les professeurs directement. On doit premièrement attaquer les gouvernements qui ne mettent pas, n'est-ce pas, qui ne disposent pas un budget colossal pour, n'est-ce pas, permettre aux professeurs de pouvoir avoir l'accès à l'information. Parce qu'aujourd'hui, l'information, pour avoir accès à l'information, il faut payer. Et ce qui ne se fait pas dans notre pays.
Aujourd'hui, par exemple, excusez-moi de vous interrompre, avec ces projets d'installer les réseaux Wi-Fi. Moi, j'ai été à l'UPEN, j'ai vu les étudiants en train de se connecter. Ça, c'est aussi un moyen de se connecter pour avoir l'information, peut-être aussi d'actualiser le cours. C'est un moyen de se connecter, mais l'accès à cette information, la fluidité n'est pas vraiment au rendez-vous parce que cette connexion-là, c'est une connexion qui n'est pas vraiment rapide. Moi, chez moi, à l'INKI, là-bas, nous avons aussi les réseaux Wi-Fi, mais ça ne fonctionne presque pas. Ça ne fonctionne presque pas. Vous pouvez vous mettre là pour télécharger un ouvrage qui pèse même 10 kg, mais c'est quasi impossible. Il faut attendre jusqu'à 21h pour que quand les gens vont rentrer à la maison, là, la connexion pourra, n'est-ce pas, s'améliorer. C'est un problème. Ils essaient toujours de nous rouler dans la farine. Il ne faut pas toujours nous attaquer à nos professeurs, il faut nous attaquer au gouvernement. Mais les professeurs sont responsables aussi. Tout à l'heure, on le disait. La corruption, ce sont les professeurs. Bon. Moi, depuis que je suis à l'université de Kinshasa, la faculté d'économie, je n'ai jamais vu un professeur venir dire aux étudiants, donner de l'argent pour faire ceci. Peut-être ce sont leurs collaborateurs qui se mettent là parce que les professeurs, bien évidemment, ils n'ont pas vraiment du temps pour pouvoir corriger toutes les copies. Vu qu'il a des collaborateurs, il peut se dire non, je prends 50 copies pour donner à X, 50 copies pour donner à Y. Mais vous verrez ces collaborateurs, par manque de qualité, par manque, n'est-ce pas, d'une bonne foi, vu qu'ils ne sont pas aussi légalisés comme étant assistants, ils se mettent là pour chercher les CPLR, dire que non, il y a un circuit ici, venez avec ceci, venez avec cela. Mais moi, depuis que je suis à l'université de Kinshasa, à la faculté de sciences économiques et de gestion, je n'ai jamais vu un professeur se mettre là pour dire que non, pour appeler les étudiants venir corrompre. Je n'ai jamais vu ça. Si par exemple, il y a une personne qui nous suit à la télé, qui a déjà vu un professeur à l'INKI. Peut-être il y a Gaston qui aura la parole tout à l'heure. Bien évidemment, ça dépend des facultés. Ça dépend des facultés parce qu'il y a des facultés à l'université de Kinshasa qui sont réputées. Chez vous, il n'y a pas de corruption? Je ne sais pas trop. Mais comme mon ami venait de le souligner, que les professeurs viennent là, ils disent que non, donnez de l'argent. Moi, depuis que je suis à l'université de Kinshasa depuis 2016, je n'ai jamais vu un professeur venir. Mais souvent, ce ne sont pas les professeurs qui viennent demander. C'est moi qui ai dit ça. Bon, je ne sais pas trop, peut-être. Mais aussi, moi, je suis un ancien de l'UNIKIN. Je n'ai jamais vu un professeur venir demander aux étudiants de venir corrompre, payer pour réussir. C'est toujours à travers leurs collaborateurs, j'appellerais peut-être des disciples. Leurs collaborateurs et des disciples, bien entendu. Là, je n'en disconviens pas. Si vous faites, n'est-ce pas, cette métaphore, vous voulez dire aussi que quand leurs collaborateurs viennent pour demander de l'argent, le professeur aussi a une contrepartie par rapport à cet argent. Mais parce que moi aussi, je vois très mal un professeur responsable de son cours et que son assistant est en train de demander de l'argent aux étudiants sans qu'il les sache. Mais c'est un problème de l'information. Moi, je connais un professeur là, le professeur Kalondaka Nyama, je le salue en passant. Le professeur de mathématiques en G1, il a pu mettre à la porte un de ses assistants. Pourquoi? Parce qu'il avait suivi. Il avait une exception. Nous ne disons pas que c'est tous les professeurs qui favorisent la corruption. On fait la part des choses. Dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Là, je ne sais pas trop. Bien sûr que si, il y a, n'est-ce pas, la corruption au sein de nos universités. Mais ce ne sont pas des professeurs qui sont vraiment à la tête qui pilotent ça. Là, je ne suis pas vraiment d'accord. Peut-être que ce sont leurs collaborateurs qui essaient, n'est-ce pas, de faire des bêtises là, mais pas surtout les professeurs. Parce que nous, les étudiants, nous avons tendance à taquiner des professeurs, à dire que les professeurs sont mauvais, ceci, cela. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ces genres de propos qui sont, n'est-ce pas, des propos diffamatoires. Il faut laisser les professeurs faire calmement leur boulot. Faire calmement leur boulot. Ce qui pose problème, c'est les problèmes gouvernementaux. Les gouvernements ne disposent pas d'un budget colossal qui est, n'est-ce pas, affecté à la recherche. Pour un professeur qu'il arrive à actualiser son cours, il faut toujours le gouvernement. Pour qu'un professeur arrive à actualiser son cours, il faut qu'il puisse avoir accès à la recherche. Tandis que pour avoir accès à la recherche, il faut payer des coûts. Ça, c'est toujours le gouvernement. Il faut payer des coûts. Maintenant, qui va prendre en charge les fonds de recherche si ce n'est pas le gouvernement? Si c'est pas le gouvernement. Merci, je vais revenir donner la parole à un maître qui peut-être nous donnerait un autre avis par rapport à tout ce qui est dit. Maître Gaston, nous réfléchissons, comme je le disais tout à l'heure, sur la formation. Êtes-vous d'accord? Moi, je vous donne le temps de vous situer dans le débat. Qu'est-ce qui a changé dans la formation? Je vous pose la même question. Essayez, en tout cas, de vous plonger et trouver des pistes. Bon, j'aimerais un tout petit faire les rétro-pédalages. Mon confrère a dit que les professeurs ne sont pas corruptibles. Oui, moi, j'ai toujours dit, le corps là, le corps du professeur, appeler déjà une personne professeur, ce corps-là est incorruptible, bien sûr. Mais l'homme est corruptible. C'est toujours comme ça. Le professeur, le corps, parce que le professeur, c'est un humain. Mais en lui, il est revêtu d'un corps qu'on appelle le professeur. Ce corps-là est incorruptible. Mais l'homme en soi est corruptible. Dire peut-être publiquement que les professeurs, l'homme, moi je m'attaque à l'homme, et que l'homme n'est pas corruptible, c'est faux et archi faux. Parce que nous les voyons et nous les constatons précisément dans des universités, dans des établissements publics. Et nous voyons comment le professeur peut-être biaise l'éducation au sein des établissements.
Et les étudiants aussi, des fois, sont négligents. Parce que c'est un système comme virus. C'est déjà bien installé partout. Et vous allez voir que l'étudiant commence des études peut-être avec une autre ambition. Mais en arrivant là-bas, après avoir découvert peut-être les circonstances, il se rend compte qu'ici, peut-être, il y a corruption. Il me faut aussi faire quoi? Il me faut aussi corrompre pour passer la promotion. C'est dit à quoi? C'est dit peut-être à la légèreté du professeur. Parce que si moi, je suis le professeur du cours, et que mon cours, j'attends, ou bien peut-être ça se passe qu'il y a corruption pour passer la promotion. Qu'est-ce qu'il faut moi, en tant que professeur? Faire en sorte. Alors, si le professeur dit que l'homme n'est pas corruptible, je ne suis pas vraiment du tout d'accord avec ça. Et c'est qu'il y ait au moins à changer, au moins la qualité aussi de l'enseignement, c'est à cause de ça. C'est à cause de la corruption. Vous confirmez que la corruption est une vraie menace à la qualité de la formation? Exactement, avec beaucoup de certitude. Et la corruption menace beaucoup plus la qualité de l'enseignement. Si je pars peut-être à l'université pour étudier et qu'aujourd'hui, je me rends là où je suis, il y a la corruption. Consciemment, je m'affaiblis déjà. Parce que j'avais d'autres visions. Et je me rends compte que là-bas, là où je suis allé peut-être pour étudier et pour préparer l'avenir, mais je me rends compte qu'il y a corruption. Ça diminue au moins la qualité même de l'enseignement. Moi, j'ai toujours dit, si peut-être on ne cherche pas à bannir ces systèmes de corruption dans l'université, on n'aura pas aussi bonne qualité de formation dans les universités. Aujourd'hui, avec les étudiants, ce système-là est bien installé comme virus. C'est partout. En commençant par l'homme qui est le professeur, en commençant aussi par les étudiants aussi, et à la fois aussi, il y a aussi la part de l'État. Nous ne pouvons pas aussi oublier que l'État aussi a sa part. Des responsabilités. Oui, l'État a sa part dans tout cela. Lorsqu'on parle de la corruption, on voit d'abord l'État. Parce que moi, j'ai toujours dit, à part dire aussi ici sur la terre, c'est l'État. Alors, si l'État ne s'implique pas par rapport à sa partialité ou bien par rapport à sa responsabilité face à la corruption, qui est dans des établissements et on continue du jour au jour à mettre à jour toujours la corruption. Mais qu'est-ce que ça change, puisque là on parle de la formation, tout à l'heure on citait les professeurs en partie comme responsables, mais est-ce que les étudiants n'ont pas aussi des responsabilités dans cette formation qui a changé? En fait, j'aimerais d'abord revenir chez notre ami Ankama Doché, qui a dit, qui a posé la question de savoir s'il y a déjà un professeur qui s'est tenu devant l'auditoire en disant venez faire la corruption. Aucun professeur ne l'a fait et aucun assistant ni un chef de travaux peut le faire. Qui peut se dire que je suis voilà pourquoi tout à l'heure j'ai accusé les CPA qui sont devenus des porte-parole. Et même les CP aussi ne peuvent pas se tenir debout devant l'auditoire en disant que venez, il y a la corruption ici, on va lui attaquer, on va lui Comment ça se passe? En fait, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ce que je sais est que c'est un moyen. C'est de bouche à l'oreille, c'est l'évangile qui parle de bouche à l'oreille. Je viens, je t'informe, je trouve que toi tu as un esprit faible. Tu ne travailles pas assez bien dans les cours. Mais d'abord, comment vous appelez la corruption à l'université? La corruption à l'université est c'est le LIDABO. Donc là-bas, on n'appelle pas la corruption. Alors, quelle est la part des responsabilités des étudiants dans cette formation et qui a changé aujourd'hui? La part de la responsabilité à l'étudiant est seulement que l'étudiant n'arrive pas trop à s'impliquer. Parce que vous venez à l'université, bien qu'on vous dise qu'il y a la corruption, est-ce qu'on vous a imposé à le faire? Je ne pense pas, bien qu'il y a des cours où on dit que tout genou fléchit. Mais les tout genou fléchis là aussi, si vous allez le poursuivre et qu'on sort en mettant les lettres des canets qu'on sort, on peut aussi l'interpeller. Donc on n'impose pas l'étudiant à la corruption. Vous allez constater que l'étudiant, dès qu'on lui informe qu'il y a la corruption, il s'est fléchi, il oublie même d'étudier. Moi je connais certains qui restent à la maison pendant les heures de cours. Ils se disent, ben là, les cours là, par exemple, prenons, bon, je suppose, je n'ai pas dit que les cours de la corruption, prenons le cours par exemple de la mathématique financière. C'est dit que ça c'est un cours vraiment là, je vais seulement donner peut-être mes $20 et puis du coup, je vais passer. Donc les étudiants n'arrivent pas trop à s'impliquer et à dénoncer aussi. Parce que dès que vous constatez à dénoncer également. Dès que vous constatez que par exemple dans les cours X, on fait ça, on fait ça et qu'on bloque les codes, mais vous devez dénoncer. Allez chez acquis des droits, vous proposez les cas et qu'on sort. Comme ça, par après, on va interpeller et qu'on sort. Donc, les étudiants ont en fait la paire. Parce qu'ils savent que si, par exemple, j'ai dénoncé tel professeur ou tel assistant, on va, par exemple, être mais compliqué, on peut même exclure de l'université. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter du côté étudiant vis-à-vis de sa part des responsabilités à ces changements de la formation? Oui. Il y a une très grande part, ce sont les étudiants. Parce qu'ils ne sont pas solidaires,
Il y a pas de jour. Les étudiants avalent, c'est que ils avalent, c'est que disent les professeurs, leurs assistants. Ils ne s'opposent pas, donc ils sont là. Tout ce qu'on leur demande de faire, ils le font sans se soucier des conséquences. Pourtant, ce sont des conséquences. Quand vous réussissez et que vous ne méritez pas, c'est un mal pour le pays. Parce qu'au futur, vous serez appelé à des responsabilités. Et si vous n'avez pas bien assimilé vos leçons, vous serez incapable de résoudre certains problèmes si simples. Et le pays aura du mal à décoller. Donc aujourd'hui, l'étudiant doit être conscient qu'il est l'avenir du pays. Donc il doit s'abstenir à certaines pratiques pour permettre que le pays puisse, dans le futur, aller de l'avant. On remarque aussi dans les étudiants, il n'y a plus cette envie d'aller étudier, revoir les notes. Et ça, c'est un vrai problème, hein, un vrai calvaire. Voilà, ça devient un vrai problème. Ça, je pense, c'est un problème de l'éducation personnelle. Il y a certaines personnes, ils ont reçu une éducation, je dirais, faible. Ils ne veulent pas vraiment fournir beaucoup d'efforts pour réussir la vie. Ils pensent que c'est facile la vie, donc ils peuvent se contenter, au lieu de lire, d'écouter de la musique, faire autre chose. Au final, ils se disent, je vais donner quelque chose. Donc on doit vraiment stopper avec ces pratiques. Nous, étudiants, être forts, c'est dire que non, on ne va pas corrompre, parce que la corruption n'apporte rien de bon. Rien de bon. Surtout quand on se donne dans la corruption et qu'on n'a rien en tête, ça c'est un scandale qui peut arriver, qui peut sécurer avec le temps même le pays. On le dit, je disais d'ailleurs au début de ce programme, les étudiants, le futur cadre de ce pays, quand on n'a rien, quand on n'a qu'hérité de la corruption, voilà pourquoi quand on aura un poste au gouvernement, on va donner qu'elle passe à la corruption et au détournement. Mardoché, tout à l'heure, quand je vous avais donné la parole, je sens vous devenir professeur, puisque là, vous défendez très bien le professeur, mais là, on est tous d'accord sur ce plateau, l'étudiant a aussi sa part de responsabilité. Bien entendu, l'étudiant aussi a sa part de responsabilité. Ce qui pose problème aujourd'hui dans nos universités, c'est que quand déjà vous êtes, n'est-ce pas, déjà devant, vous faites face déjà à une information disant qu'il y a la corruption dans X ou Y cours, ça affecte déjà sur le plan psychologique. Par exemple, si vous vous mettez à lire, vous allez vous dire non, si j'ai déjà mes $25, je vais donner, je vais passer des promotions et c'est tout. Mais ce n'est pas tout le monde qui est affecté à ces problèmes psychologiques. Il y a parce qu'avant de passer une promotion, il y a des critères qui sont déjà préétablis. Il faut, si tu as par exemple plus de 55% avec des échecs légers, tu peux pas passer des promotions. Moi, je me dis, j'ai fait mes calculs, je me dis, je ne donne pas l'argent pour, n'est-ce pas, passer des promotions. Qu'est-ce que je fais? Je veux me battre pour réussir. Par exemple, si nous avons 14 cours, j'ai réussi dans 13 cours. Et l'autre cours, là, si j'ai quand même un 8, je passe des promotions sans problème. C'est juste un problème de responsabilité personnelle. Parce que si déjà vous montez à l'université et que vous faites face au problème là, des madabo, tout qu'on sort là, vous n'allez pas être un produit de bonne qualité. Donc ça va biaiser déjà la qualité. Et vous verrez que quand vous allez vous faire face aux d'autres étudiants étrangers, votre niveau sera vraiment au rabais. Mais ne pensez pas vous que la corruption impacte aujourd'hui nos universités parce que les étudiants n'acceptent pas de reprendre des classes? Ça veut tous passer et terminer et tout de suite quand vous choisissez la faculté de la médecine, vous voulez très tôt qu'on vous appelle docteur, médecin, quand vous voulez devenir très vite ingénieur. C'est aussi cette peur-là d'échouer qui nous plonge un petit peu dans la corruption. C'est juste une question de proportion. Il y a certaines personnes qui montent, n'est-ce pas, à l'université, qui se disent, moi je vais étudier je pars étudier pour maîtriser X matière. Donc si je ne réussis pas... Je pars pour faire 5 ans. Je pars pour faire 5 ans et si, par exemple, tout le monde quand il monte à l'université, c'est pour faire 5 ans. Il y a des aléas qui nous arrivent, par exemple, tu reprends une promotion, c'est que tu n'avais pas entendu, tu n'avais pas prédit, c'est là que, par exemple, je pourrais répondre à une promotion X, Y. Mais si ça arrive, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité, c'est juste pour dire que je n'avais pas bien préparé mes matières l'année passée, je pourrais faire mieux cette année. Donc reprendre une promotion... Prendre un échec comme une belle expérience censée vous pousser à la réussite. Ça peut vous pousser à la réussite. D'ailleurs, la plupart des étudiants qui distinguent, ce sont des étudiants qui ont déjà de l'expérience d'être bicaire. Parce que si vous êtes déjà bicaire, ça vous reste qu'une seule chance. Sinon, vous allez épuiser ou quitter l'université ou changer de faculté. Vous allez voir que des bicaires multiplient trop d'efforts que d'autres étudiants, que des nouveaux venus. Vous verrez, c'est ce qui fait en sorte que les étudiants, n'est-ce pas, s'améliorent en étant busseurs qu'en étant nouveau venu. Parce qu'en étant busseur, vous vous dites déjà que si je reprends cette fois-ci, c'est fini. Vous serez refusé par l'université. Et moi, en qualité d'un ancien busseur, puisque j'ai repris aussi dans mon parcours,
Moi, j'aimerais adresser un message à tous les busseurs de nos universités. Cela ne fait pas de vous le plus expérimenté, sécher les cours. Non, ça, je connais les pratiques de ces professeurs, ces stratégies, tout ça, j'en connais, on connaît. Et vous commencez à sécher les cours. Et à la fin, vous allez encore reprendre pour une nouvelle fois, faire des stages avec une très belle expérience, censée vous aider, comme on le disait tantôt avec Mardoché. Ça vous voit comme futur professeur. Bien sûr que si. Vous le faites déjà bien en défendant nos professeurs. Allez, Gaston, il y a... Monsieur le journaliste, j'aimerais soulever une question. Quand nous montons à l'université, c'est juste pour avoir une idée générale. Par exemple, moi, j'ai tendance à faire l'auto-formation. Si j'entre, j'achète mes syllabus. À l'époque, quand on vendait encore des syllabus, j'achète mes syllabus, je comprends la philosophie du professeur et je me lance à la bibliothèque pour essayer, n'est-ce pas, de revisiter mes matières d'une manière échelonnée. Parce que je me dis, si je reste à l'auditoire là, par exemple, les cours théoriques, je me dis, si je reste à l'auditoire là 4 heures du temps, j'ai fait une analyse comparative étant économiste parce que nous courons juste derrière les temps. Les temps, c'est un facteur récupérable. Si vous perdez votre temps, donc c'est fini. Par exemple, si je me mets dans l'auditoire là 5 heures du temps et à la bibliothèque 5 heures du temps, j'ai remarqué que quand je suis à la bibliothèque, j'avance plus vite que quand je suis à l'auditoire. D'où je préfère rester à la bibliothèque que rester à l'auditoire. Et ça paye aussi. Malheureusement, les étudiants congolais fréquentent des bibliothèques quand ils préparent, quand ils écrivent un TFC ou une mémoire de fin d'études, malheureusement. Alors si je veux vous redonner la parole, peut-être des temps pour moi de faire un témoignage. J'en avais un ami, là je vous fais cette confidence, qui réussissait toujours avant nous. Alors j'ai approché cet ami pour savoir qu'est-ce que tu fais pour réussir et comprendre toujours les cours avant nous. Il me dit la partie que je n'aime pas rater dans le programme de cours, c'est la première séance du professeur. Parce que c'est dans cette séance que le professeur donne le plan du cours et des références bibliographiques. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait, l'ami? Il allait précéder les professeurs. Il sait, prochainement, on aura cette notion, il part, il s'y réfère, il prend des références bibliographiques par la bibliothèque, il fait des recherches, il lit des auteurs. Et quand on aura la séance avec les professeurs, il répond à des questions et nous, ça nous étonnait. Mais c'est parce qu'il avait cette stratégie-là. Et moi, j'ai fait ça après quelques temps. J'ai vite compris qu'il n'y avait pas de la magie. C'est question de stratégie et aussi de la volonté. Gaston, on dit souvent, tricher pour réussir, étudier pour comprendre, tricher pour respirer et réussir, pardon. Est-ce qu'il ne faut pas définir la corruption comme un moyen de réussir, de passer les promotions, mais le mieux à faire être présent au cours pour comprendre la leçon donnée par le professeur? Bon. Moi, j'aimerais un tout petit dire quelque chose parce que la théorie et la pratique, c'est des choses. Dans nos universités de nos jours, définir que la corruption, c'est un processus ou bien moyen de passer la promotion, je peux dire oui et je peux dire non. Pourquoi dire oui? Parce qu'aujourd'hui, pour passer des promotions, des fois, vous êtes exigé qu'il faut toujours donner peut-être l'argent. Je me rappelle peut-être en juin, quand je suis étudiant aussi, à l'université de Kinshasa, on me disait $50 aux AGD. Supposons, $50 aux AGD. Non, on nous disait $100 première session. On nous disait ça. $50. Nos amis filles s'est précipité pour faire la première session. On te dit comme ça, $50 aux AGD. C'est-à-dire comme si la corruption est venue comme si les visas. Pour passer des promotions, il faut corrompre. Voilà au moins aujourd'hui ce qui diminue au moins la qualité de l'enseignement. Mais quand on étudie, comme vous avez dit, des fois, moi je te dis, c'est tricher, c'est bon, à la place même de corrompre. Parce que c'est seulement un intelligent qui est censé les tricher. Quand on triche, c'est parce qu'on est intelligent des fois dans la vie. Alors, corrompre et tricher, c'est des choses. Quand on triche, c'est parce qu'on est intelligent, c'est pour réussir dans la vie, comme vous avez dit, tricher pour réussir. Et corrompre pour passer peut-être à des promotions, j'aimerais aussi ajouter. Corrompre pour passer la promotion, tricher pour réussir. Alors, j'aimerais dire ceci sur la qualité aussi de l'enseignement. Aujourd'hui, nous n'avons pas aussi une bonne qualité de l'enseignement. Pourquoi dans l'université? Parce qu'aujourd'hui, nous préférons beaucoup plus la quantitativité à la place de la qualitativité. Aujourd'hui, au sein de nos établissements, nous avons peut-être un auditoire qui peut avoir 300 étudiants. Mais vous vous rendez compte que dans l'auditoire, peut-être, on a 2000 étudiants. Mais l'auditoire doit contenir au moins 300 étudiants. Mais nous avons au moins peut-être une quantitativité qui ne permet pas que tous les étudiants suivent les cours normalement. C'est ce qui biaise aussi le processus de la qualité de l'enseignement de nos jours. Et par la non-évolutativité aussi de l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons besoin aussi de la mise à jour de l'enseignement.
C'est-à-dire s'habituer aussi avec les systèmes audiovisuels peut-être de nos jours. Tel que je suis ici, je suis congolais. Je suis fier de l'être. Mais l'enseignement qu'on me doit peut-être ne correspond pas par rapport à la société actuelle. Parce que de nos jours, la science est évolutive. Il y a aussi la technologie. Il y a la technologie. On me donne cours peut-être parfois certaines des choses qu'on me dit, mais en réalité, je ne l'ai jamais vu. Mais on me donne seulement cours. Mais il y a certaines des choses ailleurs. Il y a une bonne qualitativité aussi de l'enseignement et une bonne évolutivité de l'enseignement dans le sens que quand on donne l'enseignement et avec les systèmes audio-vidéo, peut-être on démontre aux enfants et ça permet aussi aux enfants aussi d'évoluer plus vite que nous ici en République démocratique du Congo. On ne refuse pas ces histoires-là d'historiens. On ne refuse pas. Mais on a besoin aussi d'une bonne évolution aussi de la science. Comment on peut faire en sorte que la science en République démocratique du Congo aussi évolue? Aujourd'hui aussi, nous avons aussi des manques de matériel. Tu peux peut-être parcourir dans des facultés, peut-être là où on a des ingénieurs ou bien les informaticiens. On peut te dire que celui-ci, il a un G3 peut-être en informatique. Mais une personne qui n'arrive même pas à maîtriser qu'est-ce qu'est l'ordinateur. Peut-être on lui définit l'ordinateur. Il sait comment définir l'ordinateur. Mais là, le problème, ce n'est pas l'étudiant, c'est à la faculté de mettre les moyens. La faculté de mettre les moyens, mais l'étudiant paye ses cautions ou bien ses frais. C'est pour mettre en retour à ces dispositifs quoi, le matériel. Mais moi, à moins que je me trompe, je sais qu'aujourd'hui, chaque faculté a sa salle de laboratoire. Bon, mais ça. Combien de salles de laboratoire? On allait très souvent aussi. Hein. On a 2000 étudiants. Vous avez peut-être 10 machines. Ça permettra à combien de séances pour les 2000 étudiants? Il faut programmer. On va programmer. On n'ira pas quand on programme le même jour. Quand on programme, les professeurs, on lui a accordé combien des heures du cours? Et programmer. Vous voyez au moins que ça diminue aussi la qualité de l'enseignement. Mais ça aussi on peut comprendre, mais le problème aussi ce sont les étudiants. Combien sont ces étudiants-là? Lui-même il se réveille le matin, il dit bon je vais aller s'exercer, faire un peu de la pratique. On attend que et quand les stages vont arriver pour aller pratiquer, et on n'a pas cette envie d'aller chercher à apprendre, et ça aussi c'est l'étudiant. L'étudiant doit être lui-même sa motivation, sa propre motivation. On ne discovait pas, mais quand je suis ingénieur, je suis informaticien. Qu'est-ce que vous me donnez comme cours? Mais il me faut aussi pratiquer. Il ne suffit pas seulement de me donner la théorie. C'est bien évidemment bien. Mais vous parlez de toi, ingénieur, parlez de vous. Vous êtes maître avocat. Bon, on ne disconvient pas la science. Vous avez même ces sciences de pratique aussi, des temps la science on pas à la fac. La science n'a pas de famille. La science n'a pas de limites. Alors, tellement que je suis scientifique, il me faut aussi parler de tout. Mais je voulais qu'aussi de temps en temps, vous nous parlez de votre domaine. Gaston, je reviens vers vous, puisque je l'avais promis, on va essayer de réfléchir pourquoi les jeunes préfèrent aujourd'hui aller étudier ailleurs. Est-ce que c'est parce que ces diplômes pèsent plus que celui de notre pays? Mais d'abord, je vais vous convier à regarder cette vidéo. On va essayer de voir l'Uvanium à l'époque. Et ce qu'il est devenu aujourd'hui, cet établissement public, l'Université de Kinshasa. Et je sais que cette vidéo va vous faire plaisir et on va revenir pour poser un petit commentaire avant de terminer notre programme. Regardez. Il y a quelques années, les collines de la région de Kimwenza, près de Léopoldville, étaient de vastes étendues herbeuses entrecoupées de galeries forestières. Sur ce plateau dénudé du mont Amba, allaient se dresser bientôt les bâtiments imposants de l'université Lovanium, émanation de l'université catholique de Louvain. En quelques mois, les pelles mécaniques et les bulldozers avaient creusé, nivelé, déplacé des milliers de mètres cubes. Et en janvier 1954, le paysage désertique du mont Amba était transformé en un vaste chantier débordant d'activité. Il fallait assurer le logement des professeurs qui, bientôt au nombre d'une centaine, allaient éveiller la curiosité scientifique de jeunes rhétoriciens, africains et européens, sortis de l'enseignement secondaire et couronner ainsi un demi-siècle d'actions civilisatrices en matière d'enseignement. Très vite, le mont Amba s'est couvert de coquettes villas où, dans un cadre propice à la méditation, au milieu des fleurs et des pelouses de passe-palom, se déroule harmonieusement la vie de famille des professeurs et de leurs collaborateurs. La plupart des étudiants de Lovanium vivent en internat. Il a fallu construire pour eux de vastes homes de résidence où chacun dispose d'une chambrette individuelle dotée de tout le confort moderne et des bâtiments facultaires.
le bâtiment de la faculté de médecine à la veille de son achèvement. Celui de la faculté des sciences, dont étudiants et étudiantes vont occuper les auditoires pour y apprendre la chimie, la physique, la botanique, la zoologie. Le professeur de droit fait un cours sur les structures politiques et, comme dans toutes les universités du monde, étudiants et étudiantes suivent la leçon du maître et prennent force note. Toute cette jeunesse fait preuve en général d'une grande application. Elle connaît les responsabilités qu'il lui faudra assumer dans l'Afrique de demain. Ils sont aujourd'hui plusieurs centaines déjà à se répartir entre les diverses facultés et leur nombre croît d'année en année. Médecins, ingénieurs, juristes, fonctionnaires, pédagogues, économistes, ils seront demain l'élite intellectuelle du pays. Les cours théoriques sont accompagnés d'exercices pratiques dans les laboratoires et dans les séminaires. Nous assistons ici à des démonstrations de conductibilité et de résistance électrique. Le professeur de physique répond aux nombreuses demandes d'explications et nos jeunes universitaires apprennent ainsi à se familiariser avec les techniques scientifiques les plus perfectionnées. Dans le département de zoologie, 2 étudiants examinent attentivement quelques modèles d'histologie animale. D'autres se livrent à des expériences de chimie. Ainsi, grâce à une sérieuse formation scientifique de base... Voilà, de retour sur ce plateau, on continue à aborder notre sujet. On parle de la qualité de l'enseignement, qu'est-ce qui a changé. Je donne à chacun 30 secondes pour commenter cette vidéo et qui nous retraçait un petit peu l'histoire de l'université de Kinshasa Louvanium à l'époque. Mardoché, 30 secondes. Qu'avez-vous envie de dire après cette vidéo? C'est juste la capacité de réception. À cette époque, nous, en suivant, n'est-ce pas, cette vidéo, nous remarquons que la capacité de réception n'était pas vraiment... surchargée. Il n'y avait pas vraiment trop de surcharge. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a, n'est-ce pas, dans un auditoire qui pourrait, n'est-ce pas, contenir 500 étudiants. Aujourd'hui, ça déborde. C'est multiplié par 3, par 4. Donc, ça permet aussi... C'est aussi un facteur qui, n'est-ce pas, à la base de la diminution de la qualité des enseignements. Parce que quand un étudiant suit un cours, dans de très bonnes conditions. Ouais, en étant debout, il ne va pas maîtriser, il ne va pas comprendre. Il sera juste là pour mettre la présence et tout, avec, n'est-ce pas, des politiques menées par des professeurs. Et surtout quand on est debout, comment prendre note? Ça aussi, c'est une autre. Parce qu'il y a certains professeurs qui imposent, n'est-ce pas, au CP de pouvoir élaborer une liste là pour prendre chaque nom d'étudiant, en fait d'évaluer, n'est-ce pas, la présence. Et puis, un étudiant qui n'avait même pas envie de pouvoir participer à ce cours, il est contraint d'être là, même en étant debout, juste pour mettre la présence. Parce que la présence est conditionnée par 2 points ou 3 points. Vous voyez, c'est un problème aussi qui cause, n'est-ce pas, préjudice à la qualité des enseignements aujourd'hui dans nos universités. Très bien. Votre commentaire rapidement, cher Aristote. En regardant la vidéo, on voit qu'il y avait peu d'étudiants à cette époque-là. Je suppose qu'il y avait des critères pour intégrer l'université à cette époque. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de critères pour intégrer l'université. Donc, on a beaucoup de gens, il y a certaines personnes qui ne sont pas appelées à être universitaires. Donc, je ne dis pas qu'étudier, c'est pas, mais il y a certains gens qui peuvent se lancer dans d'autres choses qu'aller à l'université. Aujourd'hui, on reçoit n'importe qui. On ne regarde pas les niveaux d'étudiants. Mais quand même, il y a un concours qui est organisé, concours d'admission, par exemple. Il y a des concours qui sont organisés, mais est-ce que ces concours-là, ce sont juste des formalités, mais il n'y a pas vraiment de critères qui sont mis en rigueur où on dit si tu ne respectes pas tel critère, tu seras pas admis à l'université. C'est pourquoi aujourd'hui on a des auditoires qui débordent. On manque de ça. Tout à l'heure on parlait de ces besoins d'aller de temps en temps au laboratoire pour s'exercer, et c'est un peu de pratiquer tout ce qu'on a appris en théorie. Nous l'avons vu à travers cette vidéo. C'est ce qui différencie au moins cette époque-là et de nos jours. À cette époque-là, des professeurs, dès qu'ils vous donnent cours, les théories, les assistants viennent pour vous conduire au laboratoire, en fait de pratiquer ce qu'on vous enseigne. Mais actuellement, ce n'est pas le cas.
Donc vous êtes là du matin peut-être jusqu'à midi, donc juste par des théories. Et puis à la fin vous rentrez. C'est que vous allez défendre, il n'y a que ce que vous avez enseigné comme des théories, donc ni la pratique. Vous allez constater par exemple les agronomes, bon, prenons les cas par exemple nous les économistes. On peut vous parler là des théories, de bancaires et consorts. Mais vous n'allez même pas aller à la banque pour exercer au moins ce qu'on vous a appris. Mais vous allez toujours rester dans la faculté, à l'auditoire pour, je ne sais pas trop attendre et puis rien pratiquer. Alors Gaston, rapidement. Oui. Les premières années que ces vidéos au moins démontrent qu'il y a la différence de nos jours de l'enseignement. Dans l'époque archaïque, nous voyons qu'on réconcilie au moins la théorie et la pratique. De nos jours, ça biaise au moins. Il y a beaucoup plus la théorie, mais la pratique, ça nous pose problème. Voilà, de nos jours, même les étudiants aussi, quand ils décrochent peut-être le diplôme, et après, pour aller maintenant saisir une vie professionnelle, on demande une expérience peut-être à des 5 ans. Où est-ce qu'il peut y avoir l'expérience s'il décroche déjà le diplôme de licence? Une personne, après avoir fini ses études, on sait tous qu'il était étudiant, mais vous le demandez peut-être une expérience de 5 ans. Où est-ce qu'il va y avoir cette expérience? Si au moins... Alors qu'il sort fraîchement de l'université. Fraîchement. Si les établissements au moins combinaient la pratique et la théorie, cet étudiant-là peut-être allait déjà avoir l'expérience. Mais je pensais peut-être que quelqu'un allait parler de l'aspect infrastructure. On a vu les bâtiments de la médecine par exemple, on a vu le plateau des professeurs, le quartier Mohamba, mais il y a aussi par exemple moi les homes des étudiants, résidences des étudiants, et qui aujourd'hui, grâce au gouvernement, ont connu des vraies réhabilitations. Et très prochainement, nous espérons que les étudiants vont occuper. Donc, puisqu'on est déjà arrivé à la faire, je donne 1 minute encore, on commence de ce côté avec Mardoché. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que les jeunes aspirent à aller étudier ailleurs, avoir plutôt des diplômes étrangers que notre propre diplôme? Rapidement, 1 minute. Je sais que ça sera un peu pour vous, mais on n'a pas de choix, puisque là, on doit se séparer. Bon, je vais essayer, n'est-ce pas, de synthétiser ma pensée pour dire que les étudiants préfèrent aller étudier ailleurs que sur le plan national. Premièrement, par rapport à la qualité des enseignements. Ils se disent que non, si je partais par exemple en Europe, je serais mieux. Les conditions sont réunies là-bas. Perfectionné par rapport à ceux qui sont ici. Et il sera compétitif au marché d'emploi. C'est un peu ça. Parce que quand nous... Est-ce que c'est vrai aussi? Bon, en réalité, je peux me dire que dans notre pays, cette hypothèse est vérifiable. Par exemple, si moi qui finis à l'université de Kinshasa, je fais face à un adversaire qui vient, n'est-ce pas, de l'université d'Harvard. En voyant seulement ces documents comme ça, ces dossiers, je serai directement rejeté, déclassé. Très complexé. Oui, c'est directement complexé. Mais donner aussi la chance à nos étudiants de passer un concours là. Bon, moi, je me dis souvent, ceux qui étudient à l'étranger ne sont pas plus compétitifs que nous. C'est juste une question de l'information, comme je le disais avant. Si vraiment nous avons, n'est-ce pas, cette facilité d'accéder aux meilleures informations, nous serons aussi compétitifs par rapport à eux. Et nous ferons face au marché d'emploi, même sur le plan local qu'étranger. Merci Mardoché. La vie d'Aristote rapidement. Bon, il y a par exemple avec la première dame, avec son programme Excellencia, et qui prend le meilleur, et puis ils aillent poursuivre ailleurs. Est-ce que ce ne sont pas aussi ces genres de formations, d'initiatives, belles initiatives de la première dame, mais aussi qui, un petit peu, c'est à nous, simplement le fait de penser que quelqu'un qui a étudié ailleurs est plus intelligent, plus compétitif, recherché sur le marché que celui qui termine par exemple à l'université de Kinshasa, la grande université de notre pays? D'abord, en fait, conséquent, il faut savoir que ceux qui vont étudier à l'étranger dépensent un paquet d'argent. Donc aujourd'hui, on ne va pas se dire... Ce n'est pas seulement l'argent qui compte. Hein? Mais parce qu'aujourd'hui, notre éducation, d'abord, on paye combien à l'université? Ce n'est pas avec ces sommes-là qu'on va apprendre. Est-ce que c'est parce que là-bas, il n'y a pas de corruption à l'étranger? Non, en fait, à l'étranger, les conditions sont réunies. Ils payent cher à l'université. Quand tu payes cher, tu ne vas pas blaguer. Et le prof qui est bien payé ne vient pas aussi blaguer. Donc, il met de la rigueur. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Déjà, on paye moins cher. Quand vous payez moins cher, d'abord, il y a l'adage qui dit ce qui est grave et cher. Donc, quand tu mets ton paquet d'argent, je suis sûr que c'est une éducation qui est valable, qui te donne tous les moyens d'être apte sur le marché de l'emploi. C'est un peu ça. Allez, de ce côté, pour terminer, vous aussi, vous songez peut-être un jour à étudier à l'étranger? En fait, bien évidemment, c'est la vision de chaque étudiant, bon, de chaque Congolais, de sortir des pays pour aller peut-être chercher ailleurs. Mais sinon, je dirais que si les étudiants préfèrent aujourd'hui aller, les jeunes préfèrent aller étudier ailleurs, c'est par rapport à la considération des diplômes. Mais qu'est-ce que ça fait quand vous revenez du pays, vous revenez au pays après avoir étudié à l'étranger? Qu'est-ce que ça vous fait personnellement?
par rapport aux autres, par rapport aux étudiants qui sont issus sur place? Déjà dans votre tête, vous allez déjà vous considérer comme étant supérieur. Parce que vous savez déjà, vous avez étudié dans une université où il n'y a pas assez, donc le taux de la corruption est moins élevé. Alors vous serez un peu fier. Voilà pourquoi si, bon, j'espère que nous tous nous avons suivi les procès des camions, les procès des 100 jours. Nous avons considéré le monsieur là, les conseils des chefs de l'État, Bilonda. Il était très fier en disant que j'ai étudié dans l'université de Genève. Voilà, il était très fier. Il y a même un professeur au cours, une fois que nous rappelait qu'ils ont étudié ailleurs, tout ça. Mais pourquoi une question avant de terminer avec Gaston, puisque là nous sommes pris par les temps. Mais qu'est-ce qui fait ceux qui étudient en Europe? Parfois, quand on arrive ici sur le terrain, ils sont rares sur les marchés. C'est souvent ceux qui ont terminé, qui ont fréquenté nos universités d'ici, qui occupent parfois des postes au sein du gouvernement. Ouais, ils sont rares parce que ils sont, bon, dès qu'ils viennent ici, ils sont recherchés aussi. Parce que dès que vous êtes recherché, donc dès que, bon, nous avons la loi de l'offre et la demande. Donc dès que la demande est élevée, l'offre abaisse. Donc voilà un peu. Donc la demande est tellement élevée au marché. Donc beaucoup des entreprises cherchent au moins des personnes qui viennent ailleurs. Parce qu'ils savent que là-bas, ils ont été bien formés par rapport aux étudiants qui moi j'aimerais décourager ces entreprises-là pour dire qu'il y a des étudiants qui font exception ici, évidemment, qui ne plongent pas dans la corruption. Et voilà, le deuxième point, je dirais, rapidement. Les étudiants préfèrent plus, les jeunes plutôt préfèrent plus étudier à l'étranger parce que là-bas, ils savent au moins, dès que vous étudiez, il y a aussi une bourse de travail. Il y a un coup de main, vous devez travailler. Il y a un travail qui vous attend. Voilà. Alors ici, donc vous allez étudier, vous ne savez même pas si un jour vous allez vous retrouver dans la vie ou pas. Vous mettrez dans ces services des j'ai l'honneur, vous allez frapper un peu partout. Et également, nous aimons notre pays, nous aimons notre enseignement, nous espérons que ça va marcher. Malheureusement, Gaston va terminer. Je sais que c'est les sujets tellement vastes, on aura le temps de revenir peut-être à la fin de la semaine et pour aborder cet aspect. Est-ce que ça veut dire, pour terminer avec vous, Gaston, étudier à l'étranger, c'est être suffisamment intelligent par rapport à ceux qui sont ici? Non, c'est pas ça. Parce que de nos jours, même à l'étranger, il y a de nos génies qui sont là-bas et qui travaillent peut-être et qui sont peut-être débauchés par les institutions, peut-être expatriés. Parce qu'ici au Congo, nous avons beaucoup de génies. Mais le problème est que nous manquons une bonne qualité de l'enseignement. Voilà le pourquoi de nos jours, les jeunes de nos jours congolais préfèrent aller étudier à l'extérieur parce que quant à eux, ils pensent que là-bas, il y a déjà une bonne formation qui peut lui permettre que si le marché peut-être d'offres d'emploi, sur le plan national, africain ou international, il est en mesure de s'en sortir. Mais dans nos universités ici, peut-être si tu as une formation, même si le plan national, on ne t'accepte pas. C'est le plan national. Alors si tu n'es pas accepté sur le plan national, alors sur le plan africain et sur le plan international, est-ce que tu seras accepté? Parce qu'un étudiant sur le plan national n'est pas accepté. Si tous les étudiants pensent seulement avoir ce rêve d'aller étudier à l'étranger et que devenant nos universités, il faut fermer les portes, ça je ne sais pas. On va se séparer par cette interrogation. J'espère qu'on va vous retrouver cette même semaine puisqu'on va aussi proposer des pistes de solutions puisque là on parlait de la qualité de l'enseignement qui a changé. Mais il faut qu'on soit en mesure de proposer des voies de sortie, des pistes de solutions à nos universités. Merci à vous, Jérémy, d'être passé. Gaston, vous êtes des deux habitués de l'émission. Merci de beaucoup. ces côtés, nous avons réussi un futur professeur. Ça vous va, n'est-ce pas? Très bien. Merci d'être passé, Mardoché. Continuez à défendre nos professeurs. Ça, c'est bien. Aristote, pour les calmes, les charismes, j'ai beaucoup aimé. On va s'arrêter là avec nos invités puisque nous avons un dernier visitaire avant de terminer ce programme. On va continuer à parler de ces agents ECALT et de la société Afritech et qui font entendre leurs cris de détresse et puisque là ils réclament salaire. On se retrouve juste après. Allez, on aborde la dernière partie de cette émission. C'est comme je l'ai dit, nous avons d'autres visiteurs puisque là on va parler des agents ECALT de la société Afritech avant de retrouver la régie pour les reportages. Je vais d'abord recevoir nos invités. À ma droite, j'ai le plaisir de recevoir M. Wilbord Imbungo avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle, vous êtes permanent syndical et expert en sciences du travail. Merci de répondre présent à notre invitation. Mais à ma gauche, je reçois Omer Vouezolo. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Représentant des travailleurs. En tout cas, avec le 2, nous allons parler de cette situation. Mais on va d'abord vous laisser vous mettre d'abord sur la voie et voir justement ce qui en est.
et surtout avec ces agents qui réclament les 11 mois d'arriérés des salaires et les décomptes finaux. On voulait suivre, on se retrouve juste après et pour plus de détails. Des branchages accrochés au panneau ou encore les écrits sur le mur, une colère rouge qui bouillonne par le fait allumé sur ce pneu. La cour de la direction d'Afritech affiche ses décors depuis plusieurs jours. C'est l'expression des ras-le-bol des agents de cette société qui revendiquent les 11 mois d'arriérés de salaire et les décomptes finaux. Les agents sont en train de réclamer les arriérés des salaires parce que l'employeur a procédé à la confiscation des droits de salaire qui est un droit inaliénable. Alors, nous avons procédé par des négociations et comme l'employeur a procédé par des manœuvres dilatoires, raison pour laquelle, en violation de ces accords que nous avons signés, et les travailleurs ont trouvé qu'ils pouvaient faire procéder à un mouvement de masse. Omer Vuenzolo, représentant des travailleurs, sollicite l'assistance du chef de l'État pour que ce dernier s'implique. En tout cas, nous demandons au chef d'État, étant le garant de la nation, étant le père du peuple, qui nous assiste, qui nous trouve une solution idoine. Confrontées elles aussi à ces problèmes, les femmes des travailleurs ont fait entendre leurs cris de détresse. Nos maris travaillent sans toucher à leur salaire. On nous a chassés de la maison suite à ces arriérés. Nous dormons à l'église. On a besoin de notre argent. Nous ne bougerons pas d'ici. Il s'y est de rappeler que ces agents ont travaillé sur beaucoup de projets, dont les programmes présidentiels de 100 jours avant la résiliation abusive du contrat. Les ras-le-bol des agents et cadres de la société Afritech qui réclament 11 mois d'impayement. C'est quoi cette histoire? On en parle d'abord avec vous, monsieur Woodboard. Je rappelle, vous êtes permanent syndical, expert en sciences du travail. C'est quoi cette histoire? Merci, monsieur le journaliste. Le problème de travailleurs de la société Afritech a commencé il y a de cela plus de 2 mois de négociations. Nous avons saisi l'inspection du travail pour que nous puissions trouver une solution de commun accord, une solution qui nous amènerait à une séparation à l'amiable. Nous avons fait des négociations, mais l'employeur a fait volte-face à ces négociations alors que les accords, le protocole d'accord a été bel et bien signé, dûment signé par la tripartite, donc entre l'inspection du travail qui représente l'État, l'employeur lui-même et les bons syndicales que nous représentons. Si je vous comprends bien, vous êtes allé en négociation avec l'employeur qui par après n'a pas respecté ses engagements. Bien sûr, l'employeur a boycotté les clauses ou les prescrits du protocole d'accord, alors que c'était signé en bonne et due forme par les parties. Raison pour laquelle les travailleurs ont fait le mouvement de masse pour que nous puissions réclamer les 11 mois d'arriérés des salaires et les décomptes finaux. Alors que, parce que nous avons, les parties ont convenu à ce qu'on paie 5 mois on paye plutôt le décompte final en 5 mensualités, allant du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, ce qui n'a pas été fait. Alors, on était obligé, en fait... Donc là, ça fait des situations, les agents, les cadres réclament les 11 mois de salaire et les décomptes finaux. Pourquoi les décomptes finaux? Est-ce que l'entreprise serait en vente? Merci beaucoup, parce que en pleine négociation au niveau de l'inspection du travail, en lieu place de trouver ou d'aborder le ministère pour que la résiliation du contrat soit sanctionnée par un arrêté, les partis ont convenu pour que nous puissions arrêter les mois, les arriérés qui couraient en fonction de ces protocoles d'accord. Donc toutes les parties étaient d'accord et à partir du mois d'avril, nous avons arrêté ce que les salaires ne pouvaient plus prendre cours sur base de cet accord-là. Et que les 5 mois, les salaires seront, ils vont se payer les décomptes finaux en 5 mensualités, y compris les décomptes finaux. On a commencé aussi à faire les calculs. Dommage que l'employeur a procédé par une manœuvre dilatoire. Avant de passer la parole à M. Omer qui est avec nous, je rappelle sur ce plateau,
vous parlez dans les reportages de la résiliation abusive du contrat. Mais pourquoi? La résiliation a été abusive parce que, primo, l'employeur n'a pas notifié les agents. La résiliation était faite sur base d'un communiqué et que les motifs de la résiliation n'ont pas été signifiés. Si l'employeur a senti qu'il y avait banqueroute, il devrait en principe respecter la procédure. Et n'ayant pas respecté la procédure légale, c'est là il s'agit d'une résiliation abusive de contrat des travailleurs. Très bien. Finalement, on donne la parole à M. Omer Vouezolo. Je rappelle, vous êtes les représentants et vous êtes, sur ce plateau, vous faites la présence de tous ces agents qui réclament, qu'on venait de suivre tout à l'heure à travers les images. Comment on peut comprendre qu'on est agent d'une grande entreprise aussi comme Afritech, qu'on reste un mois, travailler pendant un mois sans toucher à son salaire? En fait, monsieur le journaliste, là, ça c'est un fait que nous-mêmes, nous ne parvenons pas à comprendre. Parce que je veux d'abord vous établir que moi, je suis là depuis 1998. Donc, probablement, j'ai déjà 22 ans de service. Des choses alignées avec la conjoncture. On comprenait l'employeur, mais quand nous avons vu qu'ils ont tenu des réunions qui étaient à notre rencontre, nous avons dit que non, parce que moi, étant les représentants des travailleurs, en constatant que les travailleurs viennent à tout moment faire des bruits, réclamer, menacer la partie employée, moi j'ai dit non, ça c'est vraiment ça, je risquerais d'avoir des problèmes. J'ai commencé à écrire à l'employeur. Pour faciliter la démarche des travailleurs. Oui, j'ai commencé à écrire au travail à l'employeur, mais l'employeur, tenant compte de ses réponses, il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. Non. Je dis ça, je risquerais d'avoir des problèmes vis-à-vis des mondiers pour ne pas sauver le vie des travailleurs. J'ai écrit, nous avons saisi quand même l'inspection, parce que, dernièrement, quand on avait fait une revendication, les inspecteurs ont descendu sur le terrain, ils ont réclamé que non, ce que vous avez fait, vous étiez en illégalité. Étant aussi un homme sage, j'ai évité qu'on nous prenne encore en piège. J'ai saisi directement l'inspection du travail en leur signifiant que voilà, il y a ça à l'Afritech, l'employeur ne veut pas faire ça. Parce qu'il y avait un communiqué caché, là où l'employeur a écrit que nous devons tous aller à la maison. Aller à la maison sans... Congé technique, c'est ça. Merci, monsieur le journaliste, c'est pour la question. Alors, les congés techniques tels que venait d'évoquer monsieur le permanent, les congés techniques dans le code du travail n'existaient pas. Les congés techniques, pour une raison quelconque, dans son article, si je ne m'habite pas, 78 ou 66, il dit que pour résilier les contrats du travailleur, il faut d'abord commencer à tenir compte des anciennetés des agents. Mais eux, ils n'ont pas suivi les procédures. Ils ont fait bloc en disant que non, nous maintenons une équipe minimum, le reste, vous devez aller à la maison. Alors, ce fait-là, ça a commencé depuis que monsieur le journaliste sait. C'est depuis 2019 que l'employeur a commencé à renvoyer le personnel à la maison. Vous travaillez, vous arrêtez, vous rentrez. Rentrez. S'il a besoin, on vous appelle, vous venez faire un travail, vous rentrez. Vous venez faire un travail de 2019, même le système, 2019, 2020, 2021. On a vu que ça c'est pratiquement impossible. Nous risquons de perdre. Nous risquons de perdre. Ça, ce sont nos vies. Nous avons sacrifié tout notre temps à l'entreprise. Ce n'est pas de mes affaires. Mais surtout, je voulais aussi aider aux gens qui nous regardent, peut-être ceux qui tombent pour nous pour la première fois, et ils veulent savoir un peu plus sur l'entreprise Afritech. Moi, je vous dirai tout de suite, Afritech est une entreprise de génie civil. Ouais. Mais c'est quoi le travail d'Afritech consiste à quoi? Question de mettre sur la voie les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Un peu de mots. Bon, nous faisons les travaux de route. Un exemple, tout ce qu'on a fait ici comme des séparateurs. C'est nous qui avons fait ça. Nous avons, l'entreprise a eu des marchés d'arrangement de ponts au niveau de Gungu, Maïlamene, jusqu'à
des villages plus loin là-bas. J'aurais appris que même l'entreprise était affectée au programme présidentiel des 100 jours. Oui, ça c'est vraiment une belle question. L'entreprise a été proclamée et il a essayé de marcher sur les projets de 100 jours. Maintenant, l'entreprise fait quoi? Pour qu'il nous paye, nous les travailleurs, il faut que l'État lui paye son argent. L'argent qu'il est en train de réclamer à l'État, c'est un solde d'une facture. Parce que là, je peux dire peut-être 60 ou 50% du montant de facture a été payé. La compte a été versée en avance. Oui, c'était versé à l'avance. Et ce n'est même pas parce que l'État nous doit, nous ne dépendons pas de l'État. Nous sommes des tiers, nous sommes des prestataires. Des prestataires, dès que nous faisons notre travail, on devait nous payer. L'entreprise a affaire avec l'État, pas nous les travailleurs. Donc nous subissons des causes parce que l'État n'a pas payé les soldes de la facture. Pour vous comprendre, dans les programmes de 100 jours, vous avez vous avez un contrat de prestation. Donc ça veut dire, après votre prestation, on devait vous payer normalement. Non, si j'ai évoqué les problèmes de prestation, parce que moi je suis un prestataire. J'ai signé le contrat avec l'entreprise. Je n'ai pas signé le contrat avec le gouvernement. Moi, le gouvernement ne connaît pas. Bien que je suis son individu de l'ensemble, mais le gouvernement décide comment. Alors très bien, puisqu'on est pris par le temps, on a vu à travers les images, j'étais sur place, on a vu comment puisque peut-être on est pris par le temps, je voulais même qu'on propose les réactions justement de ces agents et qui sont allés dans tous les sens pour expliquer cette impasse dans laquelle ils vivent, ils se trouvent évidemment. Mais comment comprendre, on a vu à l'image un ancien cadre d'ailleurs d'Afritech aujourd'hui qui est paralysé. Il y a des gens qui ont sans abri aujourd'hui, qui n'ont plus de maisons, ils ont été chassés de leurs maisons, qui habitent les églises aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas où vivre, suite justement à ce travail qui est arrêté sans justification, puisqu'il a sur la maison 11 mois sans toucher à l'ex-salaire. Comment expliquer ça avec des représentants des travailleurs? S'il faut aujourd'hui adresser un message aux gens qui nous regardent, aux autorités, question de faire entendre à travers notre plateau les cris de ces agents qui vous représentez ce matin sur notre plateau. Oui, monsieur le journaliste, je vous ai bien compris. Évidemment, le travail, nous souffrons, parce que moi aussi je suis un travailleur, nous souffrons. Comment accepterez-vous? Je prends un exemple, vous êtes le bailleur. Vous êtes le bailleur, un locataire vient louer votre maison, le locataire ne paye pas les droits du bailleur. Au finish, est-ce que la maison là que tu occupes, c'est la maison de ta famille? Ce n'est pas la maison de ta famille, c'est une maison d'une personne d'autrui, il faut que vous payiez. Maintenant, nos collègues travailleurs, mais par manque de financement, par manque de soins médicaux, un mois passé, nous venons de perdre combien de travailleurs? 4 travailleurs, les enfants. Nous passons nos vies à l'église. L'église, c'est quoi? On nous a dit que quand vous priez, il faut aller dormir là-bas. Non. Hein? D'ailleurs, cette histoire de permanence n'existe presque plus. Hein? Oui. Bon, devinez comme le système de permanence n'existe plus. Quel est le sort? Voyez comment est-ce que nous souffrons. Alors, je vous donne tout à l'heure, comme vous l'avez fait, vous avez demandé l'implication du chef de l'État, mais je voulais encore une fois de plus vous donner la même occasion, en regardant votre caméra, bien sûr, adressez-vous un message, puisque là, déjà, on est en train de terminer l'émission, un message aux gens qui nous regardent, aux autorités compétentes, et pour un petit peu pallier à cette situation. Allez-y, vous avez la parole. Vraiment, à ce stade, nous sommes, Monsieur le Président de la République, sur les menaces, vraiment, nous vous supplions. Nous vous supplions ça, parce que ça, c'est un dossier très grave. Une famille, deux familles sont délaissées d'eux-mêmes, sans avoir de quoi manger, sans avoir une maison. Donc, nous demandons que vous intervenez à cette situation. Vous intervenez à cette situation pour sauver votre peuple. Et tant que vous avez prôné les droits de quoi? L'état des droits, oui. Vous devez quand même sauver ces peuples-là. Si vous les laissez, vraiment, je ne sais pas comment ils vont vivre, Monsieur le Président. Mais nos autorités qui nous écoutent aujourd'hui, prenez-vous à ces dossiers ici. Prenez-vous à ces dossiers. Ne laissez aucun espace pour l'employé parce qu'on les connaît. On les connaît. Je sais que l'État protège souvent les employés parce que c'est un partenaire. Mais un partenaire ne peut jamais négliger un peuple. Un partenaire plutôt devait soigner ses peuples. Parce qu'un partenaire fait
fait partie de la constitution d'une équipe présidentielle, d'une équipe de gestionnaires de ce pays ici. Donc vraiment nous demandons au président de la République, nous demandons au Premier ministre, nous demandons plus au ministre du Travail de faire mieux son travail, de s'imprégner de toutes les situations de travailleurs, parce que c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Merci beaucoup, on va terminer. Vous êtes le permanent syndical, expert en charge du travail. De temps en temps, vous comprenez ces problèmes liés au travail. Et ça sera quoi votre dernier message avant de terminer? Bon, merci. Mon dernier message est le suivant. Personne n'est au-dessus de la loi. Toutes les démarches que nous sommes en train d'entreprendre, c'est pour le bien-être social de tous les travailleurs de Afritech. Et comme personne n'est au-dessus de la loi, que les droits puissent être établis en faveur des travailleurs qui sont en train de souffrir, dont les familles sont disloquées, les enfants sont dans la rue, il y en a qui meurent sans assistance sociale, il manque même les soins de première nécessité, et il y en a qui sont aujourd'hui, qui ont des handicaps physiques, à cause parce qu'ils ont rendu de loyaux services à l'Afritech. Que l'employeur ait la bonne foi de revenir à la raison et que la loi soit appliquée au niveau de l'inspection du travail, qu'on puisse apurer plutôt les comptes des travailleurs, tant pour les arriérés des salaires que pour le décompte final qui sont en train de réclamer. Tout à l'heure, on parlait de l'état des droits qui est aussi le bien-être de la population, mais aussi rétablir les travailleurs d'Afritech dans leurs droits. C'est ça l'état des droits prôné par les chefs de l'État. Merci à nos invités. À ma droite, on recevait Wilbord Imbungu, pardon. Vous êtes permanent syndical, expert en sciences du travail. Merci d'être passé. Et puis à ma gauche, on avait le grand plaisir d'échanger avec Omer Mvouezolo. Vous êtes représentant des agents d'Afritech. J'espère que ce cri de détresse va arriver toucher nos autorités compétentes. En tout cas, nous espérons, nous attendons à une réaction très vite pour rétablir les agents et cadres d'Afritech dans leurs droits. Ça sera la fin de cette émission Morning FM. Merci à tous d'avoir suivi. On vous souhaite une très bonne journée de lundi 17 juillet. Et merci de rester branchés sur FM Télévision. Merci.